Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Le monde est fou, le monde est malsain, le monde est stone. Allez, allez, on se retrousse les manches et on s'improvise démiurge. Nous allons tenter de refaire le monde. Ça vous dit ? Réfléchissons. Par quoi commencerions-nous ? Éliminer la maladie, la douleur, supprimer tout motif de souffrance, tout motif de se plaindre. Voyons, faire en sorte que l'injustice ou la mauvaise foi n'ait plus lieu d'être, que les pensées malsaines ne voient même plus le jour. Oh là là, la liste est longue. Le meilleur des mondes, c'est le titre du livre que nous allons ouvrir. Un roman écrit par un auteur visionnaire, Aldous Huxley. Il a imaginé le meilleur des mondes à partir des données de son monde, de l'entre-deux-guerres, en 1931. Et il nous parle en définitive des dérives de notre monde, aujourd'hui. Sweet dreams are made of these. Remettons donc dans la boîte de Pandore tout ce qui s'en est échappé. Ce n'est pas chose facile. Reprenons nos idées en vrac et analysons-les. Un corps sain dans un esprit sain, c'est bien l'adage de tous les sages depuis l'Antiquité. Un corps sain, sans maladie, sans douleur, Aldous Huxley suggère une solution radicale, la génétique. Si, dès la conception, nous éradiquions toutes les maladies possibles, si l'on sélectionnait les embryons, mieux, si on les créait selon un modèle parfait, en série, la société du futur telle que l'imagine Aldous Huxley a mis au point une auto-reproduction des cellules qui permet la production d'embryons parfaitement sains, de façon mécanique. Autant vous dire que nous sommes en plein clonage. Une idée qui relève du délire en 1931, au moment où est écrit le livre. Pourtant, Aldous Huxley mène cette idée à son aboutissement. Et le meilleur des mondes est composé d'hommes et de femmes issus d'une fabrique appelée un centre d'incubation et de conditionnement. C'est dans ce centre que l'on se trouve au début du roman, en compagnie du directeur du lieu et d'un groupe d'étudiants. Le directeur explique le procédé Bokanovsky, selon lequel les œufs sont multipliés et surtout fortifiés, rendus insensibles à la maladie. La bokanovskification consiste essentiellement en une série d'arrêts du développement. Nous enrayons la croissance normale et, assez paradoxalement, l'œuf réagit en bourgeonnant. Il y avait un léger ronflement des machines. Les tubes mettaient 8 minutes à traverser la caisse de bout en bout, soit 8 minutes d'exposition aux rayons durs, ce qui est à peu près le maximum que puisse supporter un œuf. Un petit nombre mourait. Les autres, les moins influencés, se divisaient en deux. La plupart proliféraient en 4 bourgeons, quelques-uns en 8. Tous étaient renvoyés aux couveuses, où les bourgeons commençaient à se développer. Puis, au bout de 2 jours, on les soumettait soudain au froid et à l'arrêt de croissance. En 2, en 4, en 8, les bourgeons bourgeonnaient à leur tour. Puis, ayant bourgeonné, ils étaient soumis à une dose d'alcool presque mortelle. En conséquence, ils proliféraient de nouveau et, ayant bourgeonné, on les laissait se développer en paix. Bourgeons, des bourgeons, des bourgeons. Ainsi, à partir d'un seul œuf, sont obtenus des vingtaines de jumeaux absolument identiques.
et à toute épreuve face aux agressions extérieures. La méthode est spartiate, radicale, infaillible. Bon, maintenant que les causes de souffrance dues aux maladies physiques sont enrayées, penchons-nous sur les autres motifs de souffrance. Qu'est-ce qui nous fait souffrir, hors la douleur physique ? Aldous Huxley résume la réponse en un seul mot : l'émotion. Le meilleur des mondes va donc à tout prix tenter de réduire, voire d'éliminer les émotions. C'est pragmatique et efficace. La première façon de s'y prendre, elle est déjà en place, c'est éliminer la famille. Les embryons sont fabriqués en série, tous logés à la même enseigne. Dans le meilleur des mondes, les mots « père » ou « mère » sont de gros mots. Prononcer le mot « parent » plonge les habitants dans une gêne pudique, car cela renvoie à la reproduction sexuelle et vivipare. La simple idée d'un accouchement ou d'un allaitement est grossière et abjecte en ce monde où tout est aseptisé et sans douleur. Du reste, le verbe « naître » est proscrit. Le meilleur des mondes l'a remplacé par le verbe « décanter ». La décantation. On a appris cela en cours de chimie. C'est attendre que les impuretés se déposent au fond du flacon, n'est-ce pas ? Vous avez décanté en quelle année ? Ah, le rêve de pureté. Une idée respectable, c'est indiscutable. Il a écrit quand déjà, Huxley ? 1931 ? C'est bien le temps où le gouvernement allemand recommande la lecture de Mein Kampf. Mais revenons à la mise en œuvre de notre programme. Pour éliminer les émotions, l'absence de lien familial ne suffit pas. Il faut par suite conditionner les enfants selon un principe simple que le directeur énonce clairement et que je vais vous lire. C'est là le secret du bonheur et de la vertu. Aimer ce qu'on est obligé de faire. Tel est le but de tout conditionnement, faire aimer aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper. Ce précepte est lourd de conséquences. Il suppose de définir par avance la destination sociale des embryons. Logique, n'est-ce pas ? Le meilleur des mondes est toujours aussi pragmatique et efficace. Pour composer une société stable, il y aura donc 4 classes. Les alpha, l'élite et les dirigeants, les bêta, grande majorité de la population, les delta, ouvriers des bêta, et enfin les gamma, rendus petits et résistants, destinés aux travaux de force. Plus la caste est basse, plus on réduit l'oxygène dès l'embryon, afin d'éviter trop d'activité dans le cerveau. Plus tard, on conditionne les bébés des différentes castes en fonction de ce qu'ils auront à vivre à l'âge adulte. Pendant leur sommeil, tous les bébés entendent en permanence une voix sous leur oreiller, une voix qui leur chuchote à l'oreille ce qu'ils doivent penser, une voix qui façonne leur désir à venir et leur dégoût aussi, une voix qui les persuade qu'ils sont chanceux d'être dans la caste où ils se trouvent. Tout cela pour assurer leur bonheur futur. C'est un peu la méthode Coué avant l'heure. Tout est dans la tête, nous diront certains. Les bébés grandissent, ils sont envoyés à la pouponnière, qu'on appelle aussi la salle de prédestination sociale. L'apprentissage est ici complété par des exercices. Les bébés, classés par caste, sont soumis à certaines situations qui vont créer chez eux des réflexes pavloviens. Je vais vous lire une petite démonstration. Une demi-douzaine d'infirmières, vêtues d'uniformes réglementaires en toile blanche de viscose,
était occupé à disposer sur le plancher des vases de roses, suivant une longue rangée d'un bout à l'autre de la pièce. Entre les vases de roses, des livres furent dûment disposés, ouverts d'une façon tentante, chacun sur une image gaiement coloriée. Elles sortirent en hâte de la pièce et rentrèrent au bout d'une minute ou deux, poussant chacune une espèce de haute serveuse chargée de bébés de 8 mois, tous exactement pareils. Un groupe Bokanovski, c'était manifeste. Et tous, puisqu'ils appartenaient à la caste Delta, vêtus de kaki. On déchargea les enfants. Tournés de façon qu'ils puissent voir les fleurs et les livres, les bébés firent immédiatement silence. Puis ils se mirent à ramper vers ces masses de couleurs brillantes, ces formes si gaies, si vives. Des rangs des bébés rampant à 4 pattes s'élevaient de petits piaillements de surexcitation, des gazouillements et des sifflotements de plaisir. Les rampeurs les plus alertes étaient déjà arrivés à leur but. De petites mains se tendirent, incertaines, touchèrent, saisirent, effeuillant les roses, chiffonnant les pages illuminées des livres. Le directeur attendit qu'ils fussent tous joyeusement occupés. Puis « Observez bien, dit-il, et levant la main, il donna le signal. L'infirmière en chef, qui se tenait à côté d'un tableau de commande électrique à l'autre bout de la pièce, baissa un petit levier. Il y eut une explosion violente, perçante, toujours plus perçante, une sirène siffla, des sonneries d'alarme retentirent, affolantes. Les enfants sursautèrent, hurlèrent, leurs visages étaient distordus de terreur. Et ce n'est pas fini. Après ce vacarme épouvantable, c'est une décharge électrique qui achève le travail. L'exercice sera renouvelé, histoire de bien faire rentrer l'information dans les cerveaux. Après cela, dès que les bébés reverront des fleurs ou des livres, la réaction sera évidemment de les fuir. Adultes, ils auront la même réaction, même quand ils ne se souviendront plus de l'exercice qui les a un jour conditionnés à cela. Un à un, les désirs des enfants seront façonnés pour qu'ils soient pleinement satisfaits de leur vie et de leurs conditions, et que jamais l'idée ne les effleure de désirer autre chose que ce qui leur est proposé. Et tout ce qui leur est proposé est soigneusement choisi et contrôlé, évidemment. On se croirait presque embourbé dans notre bonne vieille société de consommation. Quel est donc ce délire de monde parfait ? De fil en aiguille, nous nous retrouvons avec une société qui certes a atteint ses objectifs, mais on en a des frissons dans le dos. Avec nos grandes ambitions et notre implacable logique rationnelle, nous serions de piètres démiurges, je crois. On croit bien faire pour atteindre nos objectifs et finalement on n'obtient rien d'autre qu'une sorte de tyrannie où tout fonctionne, oui, mais comme fonctionnerait une machine. C'est bien ce que suggère Aldous Huxley. On dirait qu'il se moque par avance de notre société moderne et son clin d'œil dans le livre, c'est la manifestation d'une idolâtrie grandiloquente que le meilleur des mondes voue à Ford. Ford, vous vous souvenez ? L'inventeur de la production en série. Aldous Huxley ne sait pas à quel point il a vu juste. Une production de masse qui dénature tout ce qu'elle touche, c'est un écueil plus que jamais actuel. Dans un monde où le progrès va s'accélérant, où pointent les idéaux irréprochables qui feront la prospérité du nazisme, dans un monde où la crise économique de 29 a vu s'effondrer en quelques instants une prospérité qui semblait inébranlable, Aldous Huxley place au cœur de son ouvrage les 2 objectifs politiques de base pour toute société, la stabilité
et le bonheur. Qu'est-ce donc qu'un monde idéal? Un monde meilleur, le meilleur des mondes? La seconde partie du roman fait intervenir des paramètres qui ne sont pas issus de la seule raison. Le héros du livre est un citoyen qui sort du rang. Bernard Marx remet en question ce qu'il vit. A-t-il été mal conditionné? A-t-il fait l'objet d'erreurs lors de sa conception? Le fait est qu'il est insatisfait, qu'il cherche à comprendre, qu'il est rebelle. Qui plus est, il tombe amoureux. Tout cela n'existe plus dans le meilleur des mondes. Je ne vous révélerai pas ici les détails de son histoire. Je voudrais vous lire simplement un extrait où Bernard emmène en voyage sa charmante jeune femme du moment, Lénina, pour visiter la réserve des sauvages. Les sauvages sont parqués derrière des fils barbelés. Bernard est intrigué, attiré même par ce monde étrange. Mais cet intérêt est incompréhensible, car c'est en général une découverte traumatisante pour tous les citoyens du meilleur des mondes. Tout est répugnant chez les sauvages. La saleté, la promiscuité, les maladies et la vieillesse. Voici ce que Bernard explique à Lénina, épouvantée à la vue d'un vieillard. Elle avait les yeux écarquillés d'horreur et d'étonnement. « Il est vieux, voilà tout !» répondit Bernard avec tout le détachement dont il était capable. Il était troublé lui aussi, mais il fit un effort pour ne pas paraître ému. « Vieux ?» répéta-t-elle. « Mais le directeur est vieux. Il y a des tas de gens qui sont vieux. Ils ne sont pas comme cela. » C'est parce que nous ne leur permettons pas d'être comme cela. Nous les préservons des maladies. Nous maintenons artificiellement leurs sécrétions internes au niveau d'équilibre de la jeunesse. Nous ne laissons pas tomber leur teneur en magnésium et en calcium au-dessous de ce qu'elle était à 30 ans. Nous leur faisons des transfusions de sang jeunes. Nous maintenons leur métabolisme stimulé en permanence. Aussi, naturellement, n'ont-ils pas cet air-là. En partie, ajouta-t-il, parce que la plupart d'entre eux meurent bien avant d'avoir atteint l'âge de ce vieillard. La jeunesse, à peu près intacte jusqu'à 60 ans, et puis, crac, c'est la fin. Lénina est horrifiée. Elle ne savait pas que la vieillesse pouvait être associée à cela. L'émotion l'envahit. Vite, elle cherche son soma, cette substance qui calme les émotions et assure un confort psychique stable. Sur place, Bernard et Lénina assisteront à des rites religieux. Ils rencontreront John, un sauvage dont la mère est une citoyenne du meilleur des mondes. John leur raconte à quel point il est rejeté par les sauvages. Il accepte finalement de suivre Bernard vers son monde civilisé. Alors commence une autre histoire. Je ne vous ai pas précisé que John, le sauvage, cite Shakespeare, que Lénina lui fera un numéro de charme torride, que Bernard sera exilé. Bref, je vous invite à découvrir tout cela en lisant le livre entier. Pour en savoir plus sur le contexte d'écriture, pour retrouver des citations, des réflexions, des liens, mais aussi la liste des musiques qui habillent notre podcast, je vous donne rendez-vous sur la page de notre site consacrée à ce livre. Tapez « tout avec presque rien » sur votre moteur de recherche. Et pour ne rien manquer de nos créations, abonnez-vous à notre newsletter. Merci à Marie pour le mixage et les images. Et merci Alex pour la musique du générique. À bientôt pour un nouveau voyage littéraire.